Lucas, c'était un enfant qui était monté sur ressort, c'est-à-dire de 5h30 le matin jusqu'à ce qu'on le couche le soir. Il était rempli d'énergie et il n'arrêtait pas une seconde. Et c'est vrai que par rapport à ma puce qui, on allait quelque part, elle pouvait être relativement calme, lui, c'était absolument pas possible. Typiquement à la récréation, quand il y avait une petite bagarre ou un montée d'énergie, c'était celui qui tapait plus fort que les autres. Du coup, forcément, ça fait des difficultés relationnelles à l'école. Un jour, lors d'une grosse crise, j'ai décidé de prendre rendez-vous avec une pédopsie. Et puis, lors des tests, il s'est avéré qu'en fait, Lucas a un TDAH et un trouble du comportement avec hyperactivité. Valérie est soulagée. Ce n'est pas l'éducation ou l'absence de cadre qui est à l'origine du comportement de son fils, comme elle l'a parfois entendu, mais bien un trouble de l'attention. J'ai beaucoup subi le regard des autres, le jugement, que ce soit certaines maîtresses d'école ou certains parents. C'est pas toujours évident à gérer. Lors d'une discussion avec une amie, elle me dit « Valérie, regarde les yeux de ton fils. Ses yeux, on dirait qu'il est sous cocaïne. » Sur le moment, je ne comprenais pas ce qu'elle voulait me dire par là. Et c'est vrai qu'elle me dit « Qu'est-ce que tu lui as donné à manger aujourd'hui ? Réfléchis. » Ce jour-là, spécifiquement, on avait fait un cake au chocolat maison. J'avais donné aussi du jus de fruits. J'avais des petits biscuits spéciaux pour les enfants que j'avais achetés, etc. Et c'est vrai qu'en tant que parent, on ne s'imagine pas donner autre chose que le meilleur. Mais en y réfléchissant bien, effectivement, il y avait un énorme lien avec l'alimentation. Qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Le poisson que tu as pêché avec papy. On a beaucoup diminué son apport en sucre, donc le fait de pouvoir prendre des produits bruts, ce genre de choses. Je te donne aussi des carottes. Il y a aussi des carottes crues, Loulou. Tu veux un peu des deux? Ouais, 2-3 carottes crues. Voilà. Bon appétit. Ouais, volontiers un petit tronc pour le poisson. Ouais. Toi, t'as pris? Intuitivement, Valérie réalise le lien entre ce que mange son fils et son comportement. Une relation plus complexe qu'il n'y paraît. Tu veux goûter? Non, merci. Au-delà du sucre qui rend parfois les enfants excités, ou d'un plat très riche, cause d'une fatigue momentanée, la nourriture influence notre comportement global et à long terme. On ne sait pas exactement qui commande. C'est le cerveau qui dicte un certain nombre de choses à l'intestin et l'intestin qui fait remonter un certain nombre d'informations au cerveau. La qualité et la quantité d'informations est énorme, mais on ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas exactement comment ça fonctionne, on ne sait pas comment les échanges se font. Ce qui est sûr, c'est que cet axe a été longtemps mal compris. On voyait l'intestin comme un simple exécutant au service du cerveau. Puis, on a découvert que des millions de neurones étaient présents au niveau de l'intestin. On a alors parlé d'un deuxième cerveau pour le désigner. On a compris que ces neurones, et surtout le microbiote, jouent un rôle considérable dans le fonctionnement cérébral. Le microbiote, c'est l'ensemble des micro-organismes qui nous habitent. La plupart du temps, on parle de microbiote digestif, c'est-à-dire des micro-organismes qui peuplent nos intestins. C'est essentiellement des bactéries. Il y a aussi des virus, des levures et de petits organismes qu'on appelle des protozoaires. Donc c'est un grand zoo avec des centaines de milliards de bactéries. Beaucoup de choses à essayer de comprendre parce qu'ils ne sont pas là par hasard. Principalement situé au niveau du côlon, donc en fin de chaîne digestive, notre microbiote est composé de corps externes avec lesquels nous entretenons un rapport gagnant-gagnant. Les micro-organismes sont nourris et logés. Mais ils nous mettent à disposition des composés importants pour notre métabolisme, notamment certaines protéines. Alors la fonction principale évidente, c'est celle d'aider à la digestion. Elles aident à couper les aliments en plus petits morceaux pour qu'ils puissent être absorbés par notre organisme. Mais la vraie question, c'est comment ça marche ? C'est très compliqué, on disait une centaine de milliards de bactéries, 3000 espèces différentes, ça fait beaucoup de choses à comprendre. On peut essayer de prendre une comparaison avec une ville. On est des extraterrestres, on a envie de comprendre ce qui se passe. On voit d'avions ou de soucoupes volantes Genève, on voit Zurich, on voit Bienne. On voit qu'il y a des choses qui se passent à certaines heures. On ne sait pas pourquoi ça s'agite le matin, ça s'agite le soir. Donc c'est ce qu'on doit essayer de comprendre. Donc il y a des constantes qui sont là.
Il y a des constantes. Si on reprend l'analogie avec la ville, il y aura des magasins d'alimentation, il y aura des zones où il y aura des flux, il y aura des heures où des choses se passent. C'est ce qu'on essaie de comprendre maintenant. On soupçonne aujourd'hui que notre microbiote est partie prenante dans des maladies ou des troubles aussi divers que l'obésité, Parkinson, l'autisme, la dépression, pour n'en citer que quelques-uns, ou l'hyperactivité, comme dans le cas de Luca. Comprendre le rôle de chaque micro-organisme impliqué permettrait peut-être de pouvoir les traiter. Mais un problème se pose. Il est très difficile d'énoncer des généralités, car chaque être humain a un microbiote qui lui est propre, un peu comme son iris ou ses empreintes digitales. Chaque microbiote est unique, car il dépend de nombreux facteurs, et ce, depuis le stade embryonnaire. Le microbiote des enfants, il est quand même très influencé parce que l'enfant a immédiatement vécu, c'est-à-dire le régime de sa maman et le microbiote de sa maman pendant la grossesse, pendant l'allaitement. Ensuite, on va hériter le microbiote de notre maman au moment de l'accouchement. Et puis, l'influence la plus forte de notre microbiote, elle va venir de la façon dont on l'a acquis. Elle va venir de notre alimentation, très forte influence. Et puis, elle va aussi venir de ce qui peut vraiment alors représenter une bombe, qui est les antibiotiques qu'on prend et qui vont bien sûr nous aider à nous soigner d'une pneumonie, une otite, mais qui vont aussi laisser une trace. Ça va nous rappeler des chouettes souvenirs. Comme il est impossible d'influencer le microbiote que la mère lègue à son enfant et peu réaliste de supprimer entièrement les antibiotiques, si l'on veut modifier le microbiote d'un enfant, reste à changer ce qu'il mange. Luca, t'avais l'air d'apprécier. Valérie et le père de Luca commencent donc par supprimer le sucre avant de s'attaquer à toute l'alimentation de leur fils. Ça rappelle vraiment notre famille à l'époque. Ambre, toute calme, qui pose pour la photo, en mode mannequin, là, petite. Et Luca, qui a absolument pas le temps de poser 2 secondes sur une photo, qui a bien mieux à faire. Alors au début, j'ai tâtonné et c'était difficile de sevrer mon fils parce que c'est vrai quand on a justement cette envie de goût sucré, pour le diminuer, c'est pas toujours évident. Donc au début, il faut cacher dans les placards plus hauts, après il faut acheter de moins en moins et c'est vrai qu'il cherchait partout. Luca aujourd'hui, alors le petit déjeuner, c'est vrai qu'on essaye de lui donner justement des fruits, du pain complet. Il aime beaucoup par exemple le beurre de cacahuète, ce genre de choses. À midi, alors le repas du jour et pas forcément un sandwich, un panini, ce genre de choses. Et de prendre un dessert, si possible un fruit. Et c'est vrai que le soir, on essaye de souper assez tôt et de pouvoir manger, par exemple, typiquement, des légumineuses, c'est quelque chose qu'il est en train d'expérimenter. Il commence à bien aimer les haricots rouges, les lentilles. Après, ça reste encore un enfant de 10 ans quand même par rapport à ça. Et ça va mieux depuis que vous avez changé l'alimentation? Oui, vraiment, clairement, oui. Le parascolaire, par exemple, qui le connaissent depuis des années, voit un énorme changement sur lui par rapport à tout ça. C'est vrai que si on regarde des anciennes vidéos, des anciennes photos, si on discute... J'ai eu discuté avec ma maman où c'est vrai qu'il y a un avant-après qui est extraordinaire. On peut avoir une influence très positive en changeant d'alimentation. C'est-à-dire qu'il y a aussi un effet, ce qu'on appelle de rescue, ou de pouvoir sauver, ressusciter des choses. Donc, il n'est jamais trop tard, c'est comme le message fort, il n'est jamais trop tard pour avoir vraiment une alimentation équilibrée qui va favoriser un microbiote qui a été altéré. Quand tu es invité, par exemple, chez un copain pour l'anniversaire, tu fais comment quand il y a un beau gâteau au chocolat? Je mange, mais ça, c'est exceptionnel. Et puis, après, le lendemain, je mange beaucoup moins de sucre, mais je peux le manger. Si aujourd'hui Luca peut parfois se permettre une tranche de gâteau, c'est que son microbiote va mieux et retrouve peu à peu l'équilibre. On dit d'un microbiote en bonne santé qu'il est riche, c'est-à-dire qu'il comporte une grande variété de bactéries, par opposition à un microbiote pauvre, donc avec une diversité bactérienne faible. En modifiant son alimentation, Luca a enrichi son microbiote.
L'enrichir, c'est avant tout lui apporter le carbone et l'énergie dont il a besoin pour se multiplier, pour vivre. On sait que les fibres alimentaires sont un élément important de l'apport de carbone et d'énergie pour nos microbes. Il est donc nécessaire de consommer des fibres pour enrichir son microbiote. La diversité est fondamentale car elle permet d'absorber correctement l'ensemble des aliments que l'on mange et ainsi d'apporter les nutriments nécessaires au bon fonctionnement du corps humain. Les microbes, qui évoluent avec l'espèce humaine depuis bien longtemps, ont appris à se spécialiser dans leur aptitude à dégrader les fibres. Et donc les fibres, c'est par exemple une feuille de salade, c'est de l'eau et de la cellulose. Donc la cellulose, c'est un type de polymère végétal que savent dégrader les bactéries intestinales, que l'humain ne sait pas dégrader. On n'a pas d'enzyme capable de dégrader la cellulose. Donc quand on mange une feuille de salade, on nourrit nos microbes intestinaux avec un type de fibre très particulier. Et donc on peut imaginer ça comme le support d'une niche écologique dans l'intestin. Quand on mange de la pomme, on a aussi un peu de cellulose, mais on a aussi beaucoup de pectine. C'est une autre molécule de type fibre que vont pouvoir utiliser nos bactéries intestinales. En dégradant les fibres, le microbiote produit également des acides gras à chaîne courte, qui ont des effets anti-inflammatoires bienvenus en cas de microbiote altéré et donc potentiellement pro-inflammatoires. Mais parallèlement à l'altération du microbiote, la paroi intestinale peut devenir poreuse et laisser passer des éléments dans le sang qui ne devraient pas quitter l'intestin. Ils vont alors voyager dans tout le corps et certains vont atteindre le cerveau. C'est ce mécanisme que l'on soupçonne d'avoir une influence sur les maladies d'Alzheimer, de Parkinson ou les troubles de l'attention par exemple. Ces facteurs inflammatoires ont une modulation sur ce qu'on appelle des neurones qui sont dopaminergiques et qui sont dans certaines régions du cerveau, qui sont impliqués par exemple dans les capacités d'attention, dans la flexibilité, dans la mémoire où on se rappelle des choses pendant qu'on est en train de les faire, et peuvent aussi avoir une influence dans certaines régions qui sont impliquées dans la mémoire à long terme et dans la régulation de l'anxiété et des émotions. Viens, rentre. Viens, tu peux te mettre ici. Ok, alors c'est super que tu sois ici. Tu veux m'expliquer un peu tes difficultés de concentration, que je comprenne bien, où tu dirais comment elles s'expriment. À l'école, tu te concentres facilement ou... Des fois, je me concentre facilement, mais des fois, je me concentre pas assez. Et du coup, c'est difficile pour moi de bien entendre ce que disent les profs et tout. Donc tu perds un peu le fil, c'est ça? Dans ce coup, tu pars sur autre chose et après, tu n'arrives plus très bien à savoir ce qui a été dit. Oui. Et ça arrive souvent ou tous les jours? Ça arrive pas trop souvent, mais des fois, je perds vraiment le fil et du coup, je comprends rien et je m'énerve facilement. On voit que tu es courageux, que tu essayes de vraiment faire au mieux, mais il y a des moments, c'est quand même... c'est chaud. C'est juste. Ouais. Vous voyez, je veux dire... Donc il est quand même assez inquiet par rapport à ce qu'il est. On voit aussi que ça affecte son estime de lui-même. C'est sûr. Parfois c'est un peu décourageant parce que finalement tes efforts, et malgré tous tes efforts, ça marche pas toujours mieux. C'est juste. Des fois je me décourage parce que je vois le travail, c'est trop compliqué et du coup j'essaye de faire mais je vais beaucoup plus lentement. Et donc tu te dis à quoi ça sert un peu? Dans la prise en charge, dans ce que vous allez mettre en place, il y a un certain nombre de choses qui vont compter. Oui. Pour Lucas, que l'on voit ici avec son père, le travail est encore long et passe par une meilleure alimentation, mais aussi par un changement global de mode de vie. On a mis énormément de choses en place pour que ça aille mieux. Déjà, on a rétabli son sommeil. Typiquement le soir, on va se coucher tôt. Ça lui permet aussi d'être plus en forme le matin. On a mis aussi énormément de choses en place au niveau, effectivement. Alors, on allait se balader dehors avec un enfant hyperactif. On a même plutôt intérêt quand on vit dans un immeuble. Mais les balades sont aussi plus sereines. Il y a aussi plus de moments aussi calmes, des moments précieux. Le fait que maintenant, quand il fait du sport, ça se passe mieux qu'avant. C'est sûr. Donc du coup, il fait des activités sportives. Il va typiquement avec son papy sur le lac. Il y a plein de choses qui fait qu'il
qui fait que c'est un petit garçon qui va bien. Depuis le début de l'âge adulte, Yoko est confrontée à des problèmes de santé. Elle souffre de troubles intestinaux et traverse plusieurs épisodes dépressifs. Ce qui ne l'empêche pas de fonder puis de mener tambour battant durant 10 ans une ONG environnementale. Je me suis réveillée un matin et j'arrivais plus à sortir de mon lit. Donc j'ai rien vu venir, j'avais aucune conscience de moi. J'ai des gens qui m'ont dit autour de moi, t'as l'air d'aller pas bien, qu'est-ce qui se passe? Puis moi je disais non, tout va bien. Puis un matin, j'arrivais plus à sortir de mon lit. Et donc là j'ai eu un arrêt, je pense pendant 6 mois. Donc j'avais de la peine, c'était une période très difficile, j'avais de la peine à sortir, à faire des courses. Je voyais personne, donc c'était vraiment difficile. On l'a vu, quand le microbiote est altéré et rend la paroi intestinale poreuse, il laisse passer des éléments inflammatoires dans le sang vers le cerveau, des éléments qui peuvent péjorer les capacités d'attention. Mais ces composants inflammatoires peuvent également influencer la sérotonine, ou hormone du bonheur, dont le déficit joue un grand rôle dans l'anxiété et la dépression. J'avais des maux de tête chroniques, la même année que ma fille est née. Et puis à la fin d'une année, de ne pas dormir, de reprendre le boulot, tout ça, j'en pouvais plus. Et donc j'ai arrêté le travail, je me suis dit j'arrête, et puis on verra, je vais réfléchir à la suite. Et je me suis rapidement trouvée en dépression, en arrêt. Et au bout de 6 mois, j'étais dans une espèce de dégringolade avec de plus en plus de médicaments, de plus en plus d'alcool. Et puis en fait, il y a eu un gros déclencheur, c'est que j'ai compris pourquoi j'avais commencé à boire. Et donc c'est un trauma que j'ai vécu quand j'étais adolescente et auquel en fait, quelque chose dont j'avais jamais parlé. Puis en fait, de comprendre ça a été un énorme déclic. J'ai vraiment pris la décision, en fait, là, il faut que je trouve un chemin pour m'en sortir, pour de bon. Yoko identifie l'origine de son mal-être. Reste maintenant à remonter la pente. Elle commence par s'informer par elle-même sur Internet, puis auprès de spécialistes. Un jour, elle entend parler d'un régime alimentaire draconien. On élimine tous les sucres, donc les sucres lents, tous les sucres blancs, pas de fruits, pas de féculents, il n'y a pas d'oléagineux, il n'y a pas de produits laitiers, donc c'est vraiment super strict au départ. Puis après, petit à petit, on réintroduit des aliments. La doctoresse Dauvé a travaillé plusieurs années au HUG comme chef de clinique. Aujourd'hui, à son compte, elle prescrit parfois des antidépresseurs aux patients les plus atteints. Mais autant que possible, elle les traite avec des régimes alimentaires restrictifs, comme celui de Yoko. Lorsque la flore est déséquilibrée, les aliments pathogènes vont se nourrir de toutes les sources de sucre, que ce soit des sucres rapides ou des sucres lents. Donc les céréales sont souvent éliminées de ces régimes. Voilà. Les degrés de restriction varient quand même d'un régime à l'autre. Et dans certains cas, on autorise des céréales, mais des céréales sans gluten, non mutées, des céréales sauvages, en petite quantité. Ce sont des régimes qui sont supposés ne pas générer de carence parce que, évidemment, tous les produits du monde animal sont autorisés. Vous allez avoir des quantités raisonnables de fruits, de légumes qui apportent tous les vitamines, les minéraux, les nutriments. C'est un régime d'ailleurs plutôt riche, y compris en matières grasses, et il n'y a normalement pas de carence. Pas de carence, pour autant que l'on soit suivi par des professionnels. Ainsi, après quelques mois, Yoko peut à nouveau manger des variétés anciennes de féculents, comme le sarrasin ou le quinoa. Chaque jour, en fait, je me sentais de mieux en mieux. Donc, j'avais plus mal à la tête. J'ai eu l'impression qu'il y avait un brouillard mental qui s'est levé, où je me suis dit, mais comment j'ai fait pour survivre toutes ces années en me sentant dans ce brouillard ? Avant, je mangeais de manière variée, assez saine. J'ai toujours beaucoup cuisiné, je mangeais bio, et puis voilà, je mangeais aussi de temps en temps du McDo et des frites, et puis
un peu de junk food. Initialement, la nature humaine est faite pour consommer ce que la nature nous met à disposition. Et ces aliments transformés, évidemment, lorsqu'ils sont cuits à des très hautes températures, lorsqu'il s'agit de céréales très raffinées, l'organisme aujourd'hui n'est pas programmé pour les absorber correctement. Alors, bien sûr, un organisme en bonne santé pourra en consommer une certaine quantité sans forcément basculer dans la pathologie, bien entendu. Mais si à l'occasion d'un stress ou d'un excès de mauvaise alimentation de manière répétée, vous pouvez vous exposer à ce que cet équilibre fragile se détériore et il faudra en effet revenir à une alimentation saine, plutôt primitive, pour rétablir cet équilibre. Et ça marche? Pas à tous les coups. Voilà. Il y a des gens qui vont raconter une amélioration radicale, très rapide, en quelques semaines, quelques mois, même s'ils devront sûrement poursuivre le régime un peu plus. Et puis d'autres personnes qui ont une absence totale de résultats. Mais le régime que Yoko s'impose est contraignant. Elle passe chaque jour des heures à cuisiner. À un moment donné, ça me prenait tellement la tête, je me suis dit, maintenant, je me fais 3 jours où je mange ce que je veux. Et j'ai mangé beaucoup de sucre. Et au bout de 3 jours, j'étais dans un état d'anxiété vraiment hyper élevé. Et là, j'ai vraiment pris conscience, en fait, que l'alimentation avait un lien avec comment je me sentais. Pour la première fois de ma vie, c'était vraiment méga clair, quoi. Et je mange peu de féculents. Et donc, j'ai besoin de manger beaucoup de protéines pour me sentir bien, pour que j'ai le sucre qui soit stable dans le sang. Et comme j'ai pas envie de manger de la viande 2 fois par jour, je mange des œufs tous les jours. Aujourd'hui, Yoko ne consomme plus ni anxiolytiques ni antidépresseurs. Son état psychologique s'est stabilisé. Elle fait même profiter d'autres personnes dépressives de son expérience. Le kéfir, c'est chouette, c'est très facile à faire et puis c'est bon. C'est un produit fermenté et les produits fermentés, c'est très important pour nourrir la bonne flore intestinale. Malgré le fait que le microbiote des adultes se rééquilibre bien moins facilement que celui des enfants, Yoko entrevoit même quelques libertés face à la rigueur de son régime. Bonjour, comment allez-vous? Très bien. Bon, allez. Aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes dans votre régime, je dirais, au quotidien? Ouais. Et j'ai l'impression que ça se stabilise de mieux en mieux. Donc sans maïs, sans riz blanc. Voilà. Et puis la plupart du temps, le reste, ça sera les légumes et les fruits frais et puis les produits animaux. Ouais. C'est ça. Ouais. Et je me demandais, le microbiote, est-ce qu'à un moment donné, j'ai le microbiote guéri, puis je peux manger n'importe quoi, ou c'est quelque chose qui est... Il faudra toujours y faire un peu attention. Oui. Quelque part, prendre soin de sa flore, c'est à l'échelle d'une vie, mais normalement, il est considéré qu'après 2 ans de situation asymptomatique, on considère que l'équilibre de la flore intestinale est relativement acquis. Mais je peux aller manger une pizza. De temps en temps, oui, si ça ne génère pas de rechute symptomatique. Il s'agira d'être à l'écoute, que ce soit au plan émotionnel ou au plan digestif, pour savoir si tel type d'aliment est possible, en quelle quantité, à quelle fréquence, et trouver votre équilibre et le conserver, bien sûr. Je me sens vraiment, avec mon alimentation, en équilibre. Et puis, je vois à quel point je suis mieux à l'intérieur de moi. À quel point ça me tranquillise et ça me stabilise. Je me suis jamais sentie aussi bien dans ma vie. De tout temps, opérer des changements dans son régime alimentaire a été le premier réflexe pour tenter de se soigner ou de se sentir mieux. Et c'est un réflexe juste, d'abord parce qu'on se connaît mieux que personne, et ensuite parce que c'est un domaine de la santé où, comme individu, on a le pouvoir d'agir. Le problème, c'est que c'est une aventure sans carte ni boussole. On ne peut compter que sur ses propres sensations, et elles peuvent être trompeuses, ou alors on est trop impatient et on ne persiste pas suffisamment pour obtenir des bénéfices qui prennent souvent du temps à s'installer. Il faut dire que l'alimentation est un des champs les plus complexes de la santé. Mais vous allez voir que des actions très simples peuvent avoir des effets puissants et parfaitement mesurables.
L'alimentation impacte donc le microbiote, qui à son tour influence la santé psychique. Ces liens sont encore plus évidents lorsque l'on étudie des populations fragiles. Direction la banlieue est de Londres. Dans cette zone où les restaurateurs de la capitale s'approvisionnent en produits frais, une cuisinière un peu particulière teste de nouvelles recettes destinées à des détenus. C'est un plat à base de haricots. C'est une sorte de ragoût de haricots mexicains fumés. Et on va le servir avec des oignons nouveaux, du fromage et des chips de tortilla. C'est vraiment un délice. En 2016, l'inspecteur des prisons a mené une grande enquête sur la nourriture des détenus. Les conclusions étaient accablantes. La nourriture avait un impact négatif sur le comportement des prisonniers, la violence en prison, les relations entre eux, leur santé mentale et physique, et surtout sur les chances de réinsertion une fois libérés. Il y a 2 ans, Lucie et Natalia ont lancé une ONG qui travaille sur la nourriture en prison. Son but, sensibiliser les détenus à l'importance de bien manger. Dans 2 établissements pénitentiaires du Royaume, elle propose des menus simples et équilibrés en lieu et place de la tambouille habituelle que l'on voit sur cette photo. Premièrement, on parle d'un manque de fruits et légumes. Beaucoup d'hydrates de carbone, c'est bon marché, ça remplit le ventre. Des frites, des patates à toutes les sauces. Et c'est courant de servir des pâtes et comme accompagnement des pommes de terre. Ça arrive tout le temps en prison. Et beaucoup de nourriture ultra transformée, c'est dégueulasse. Dans les prisons du Royaume-Uni, en moyenne, le budget consacré à l'alimentation journalière est de 2,40 francs par prisonnier. Même avec cette somme, Lucie et Natalia proposent des plats équilibrés et savoureux pour les détenus. C'est un environnement sous haute tension. En une seconde, tout peut partir en cacahuète. Au moins un tiers des prisonniers suit un traitement pour un problème psychique, sans compter tous ceux qui ne sont pas diagnostiqués. On voit beaucoup de dépression, d'anxiété, de troubles de la personnalité. Ce qu'on mange rend plus agressif, plus agité. Et bien sûr que ça a un impact. C'est un plat qui ressemble à une frittata, avec des pommes de terre et des œufs qu'on cuit au four. Il y a aussi des tomates et des épices indiennes. Au début, les prisonniers nous disaient « on ne croit pas trop à ce plat ». Et puis, certains l'ont goûté, en ont parlé autour d'eux, parce qu'ils aimaient bien. Au début, on faisait 20 ou 30 plats, et maintenant, sur les 800 détenus de la prison, 500 prennent ce plat quand il est proposé. C'est super, hein, mais c'est aussi assez stressant. En se basant sur l'observation de centaines de prisonniers, Lucie, Natalia et le personnel des prisons ont pu observer à long terme les effets d'une nourriture équilibrée sur les détenus. On a des retours incroyables du personnel chargé de la restauration. Ils voyaient que la nourriture avait un effet favorable sur les prisonniers. Comment ils se considéraient, leur estime d'eux-mêmes, leur santé psychique. C'est prouvé scientifiquement qu'une nourriture de meilleure qualité nutritionnelle a un impact sur le cerveau et le comportement. Ça coûte cher au système pénitentiaire de ne pas prendre la nourriture au sérieux. Et en plus, ça crée des problèmes pour les prisonniers. Ils développent des soucis de santé physique et psychique, des soucis de comportement. Donc ça crée des problèmes et ça coûte cher. Et au final, les détenus libérés ne sont pas dans les meilleures conditions possibles pour mener une vie respectueuse de la loi. Ce qui explique pourquoi, au Royaume-Uni, on a le plus haut taux de récidive d'Europe. Les gens retournent très vite en prison. De la bonne nourriture pour prévenir les troubles psychiques. Pour agir efficacement sur les populations à risque, la France a mis sur pied le programme Nutrinet Santé. Une étude qui porte sur un immense groupe de 170 000 personnes bien portantes.
Au moyen de questionnaires, les participants notent régulièrement ce qu'ils mangent, les médicaments qu'ils prennent, les maladies dont ils souffrent, etc., etc. Leurs données sont centralisées et traitées ici, dans une annexe de l'Université de la Sorbonne, en banlieue parisienne. Adossé à cette partie questionnaire, on a aussi fait un volet qu'on appelle biologique où on a invité des personnes à se rendre dans différents centres en France pour collecter des échantillons sanguins, pour mesurer leur tension artérielle, leur poids, leur taille, etc. Sans surprise, l'analyse de ces milliers de données a révélé un lien statistique entre aliments ultra transformés, sucre et dépression. Mais surtout, elle a montré quelles sont les populations les plus à risque, c'est-à-dire celles qui se nourrissent le moins bien. On a montré que la consommation d'aliments ultra transformés était plus fréquente chez les individus qui étaient plus jeunes, plutôt des personnes qui vivaient en ville. Et avec un niveau socio-économique plus faible. Les personnes qui consomment le plus d'aliments ultra transformés sont donc des jeunes, urbains, pauvres et peu formés. Ils présentent plus de risques d'avoir un microbiote altéré et donc de souffrir de troubles psychiques. Sauf que ces relations de causalité ne sont pas aussi simples. On a vraiment l'anxiété et la consommation de sucre au même instant. Donc on ne peut pas savoir qui est l'œuf et qui est la poule. Est-ce que c'est le fait d'être anxieux qui pousse à la consommation de sucre ou est-ce que c'est la consommation de sucre qui va entraîner un caractère anxieux? Pareil pour la dépression. Et on manque d'études qui permettent d'avoir le microbiote avant l'apparition de la maladie. Donc à l'heure actuelle, on est encore, en particulier chez l'humain, on est encore assez prudent sur les relations entre microbiote et santé, sur qui cause quoi. Donc et probablement c'est un mélange des deux. Cette étude est précieuse, car elle a débuté en 2009. Suivre les participants sur le long terme permet d'y voir plus clair dans les relations de causalité entre alimentation et problèmes de santé. Pour être plus pertinente encore, Nutrinet Santé vient d'ajouter la récolte des selles à sa cohorte, afin de pouvoir cartographier le microbiote français. De quoi faire des envieux en Suisse, où l'on ne dispose pas d'un tel outil. Par exemple, si on parle de dépression, on peut imaginer que 20% d'une cohorte a une dépression. On peut faire une analyse de leur microbiote à un moment donné, mais on peut aussi revenir dans le temps, revenir 2 ans avant et voir si leur microbiote avant était différent par rapport aux autres patients qui n'ont pas fait une dépression. Donc on peut reposer des questions s'ils ont été abordés de manière bien construite dans ces cohortes pour voir si ce qu'on suppose être vrai était déjà là et différenciait les patients malades des patients qui n'ont pas développé la maladie. Et ainsi, proposer des outils permettant une prise en charge des populations à risque le plus tôt possible. Avoir un microbiote riche et varié et le garder dans cet état, c'est donc l'idéal pour la santé physique et l'équilibre psychique. Mais on sait aujourd'hui qu'il est très difficile de moduler le microbiote. Premièrement, il s'agit d'un héritage bactérien que l'on reçoit à la naissance et qui se développe ensuite lentement en fonction de l'environnement et du régime alimentaire. Il est lui-même influencé non seulement par les aliments que nous avalons, mais aussi par notre système immunitaire. Et pour compliquer encore les choses, le microbiote est unique et différent chez chacun de nous. Même les vrais jumeaux n'ont pas le même, c'est un peu comme les empreintes digitales. Vous imaginez les combinaisons possibles entre toutes ces bactéries et les variétés d'aliments qui existent. C'est un vrai casse-tête pour les chercheurs. Il faut donc rester humble, se méfier des théories sur les régimes alimentaires dont certaines rivalisent dans le farfelu et avancer avec les conseils de bon sens à la recherche d'un équilibre pour soi. S'alimenter correctement permet donc de conserver un microbiote riche et potentiellement sa santé psychique. Mais à l'heure des régimes sans gluten, sans lactose ou vegan par exemple, quelle alimentation est adéquate? Il faut manger des fibres en suffisance, c'est-à-dire fruits et légumes. Il existe plusieurs catégories de fibres. Chacune d'entre elles va jouer un rôle sur ces bactéries intestinales qui forment le microbiote. C'est important de varier, également pour une question de pigments. Vous voyez ici dans les assortiments que nous avons, vous avez plusieurs couleurs et chaque couleur correspond à des tanins
à des pigments. C'est ce qu'on appelle des substances secondaires qui ont souvent un rôle d'antioxydant dans notre organisme et donc qui vont aider à lutter contre le vieillissement cellulaire, notamment l'oxydation. Et comme on l'a vu, il faudra faire particulièrement attention au sucre et aux aliments ultra transformés. Si vous prenez du lait brut ou un yogourt nature, ce sont quand même des aliments qui apportent des protéines d'excellente qualité, du calcium, des vitamines et des sels minéraux. Mais lorsque vous prenez déjà la version sucrée, souvent c'est l'équivalent comme ça pour un pot de cette grandeur de 4 voire 5 morceaux de sucre ajoutés. Et on va préférer un pain plutôt complet que des pains transformés, comme le pain de mie ou les petits pains sandwich. Vous avez ici farine de blé, eau, huile de tournesol, protéines de blé, levure, sel de cuisine iodé, œufs entiers, émulsifiants, sucre, farine de malt. Plus la liste est courte des ingrédients, et probablement meilleure est la qualité du produit. Sans compter que les émulsifiants s'attaquent à la fine couche de mucus qui protège la paroi intestinale. Ça va forcément s'accompagner à un petit peu plus de passage en fait, de signaux de l'intestin vers la voie sanguine et donc un risque accru de développer et de la perméabilité et de l'inflammation. Et donc de laisser passer vers le cerveau davantage de micro-organismes, avec les conséquences que l'on sait. Pour la santé du microbiote, en plus d'une nourriture brute et riche en fibres, un élément fait consensus, les oméga 3. C'est sûr qu'il nous en faut dans l'alimentation, et ce sont principalement les poissons et les poissons gras, ici nous avons des macros, qui vont apporter ce type de graisse. Optez donc pour des oméga 3 naturels. Par contre, la chair des poissons gras contient davantage de métaux lourds, comme le mercure. Évitez donc les poissons prédateurs qui se situent en haut de la chaîne alimentaire, comme le thon, car ils concentrent encore plus de métaux lourds. Préférez les anchois, le saumon ou le maquereau. On en trouve également dans les huiles de noix, de lin et de colza. Ce qui est intéressant chez les oméga 3, c'est qu'ils ont un double effet sur le tube digestif. D'une part, ils diminuent l'inflammation. Donc, tu vois, d'une certaine façon, ils pourraient avoir un rôle protecteur. Et ils ont aussi un effet qui favorise le resserrement des jonctions serrées du tube digestif et donc diminue la porosité du tube digestif. Et on imagine que ça pourrait protéger de ces intrusions de produits bactériens directement dans le sang qui, eux, à nouveau, ont un effet pro-inflammatoire. Les oméga 3 ont donc un effet bénéfique pour empêcher certains micro-organismes d'atteindre le cerveau. Aujourd'hui, pour de nombreux chercheurs, le microbiote est le nouvel Eldorado. Le monde scientifique mise beaucoup sur son étude pour tenter de traiter notamment les problèmes psychiques. Tu commences par la souris 1. Cela prendra évidemment du temps, mais les résultats sont déjà encourageants. Les équipes du professeur Joël Doré misent sur le microbiote pour remplacer les antidépresseurs. L'animal qui est déposé donc, au milieu d'un labyrinthe en forme de croix, on voit des bras qui sont protégés par des parois et des bras qui sont ouverts. Et on va mesurer le temps que passe l'animal dans les bras protégés par les parois et dans les bras ouverts. Et tout naturellement, l'animal anxieux va avoir tendance à rester dans la zone protégée, donc dans les bras avec les parois. Et l'animal non anxieux va aller indistinctement dans la partie protégée du labyrinthe et dans la partie ouverte. Alors l'étude a consisté à comparer sur un modèle souris de dépression un antidépresseur utilisé chez l'humain aujourd'hui, la clomipramine, et dont on connaît chez l'homme des effets secondaires pas toujours très sympathiques en fait, et une combinaison de 3 actifs de type alimentaire en fait, un acide aminé, un polyphénol et un probiotique, une bactérie lactique. La curcumine donne sa couleur au curcuma. La glutamine se trouve abondamment dans les viandes. Et le probiotique en question vient de produits laitiers fermentés. 3 éléments simplement tirés de notre alimentation
qui ont été administrés à un groupe de souris alors qu'un autre recevait un traitement à base d'antidépresseurs classiques. Après 3 semaines, les résultats sur la dépression étaient les mêmes dans les 2 groupes. Aujourd'hui, la phase de recherche sur les souris est terminée. Les résultats sont suffisamment prometteurs pour qu'une nouvelle série de tests soit lancée, sur des êtres humains cette fois. Mais les scientifiques sont réalistes. Ils ne misent pas seulement sur des compléments alimentaires pour rééquilibrer le microbiote. Les travaux actuels tablent plutôt sur une combinaison d'actions favorisant notamment la richesse du microbiote ou l'imperméabilité de la paroi intestinale. Et certains chercheurs se méfient des probiotiques. Leur puissance peut aussi rompre l'équilibre du microbiote. Ils sont donc vus comme un appoint aux thérapies existantes. Ça nous donnerait de nouvelles actions, en plus des médicaments et des approches qu'on a, qu'on ne va pas jeter, qui sont fonctionnelles, mais ça permet d'élargir notre panoplie de traitements pour pouvoir aborder ce problème-là. Et ça permettrait peut-être aussi de se substituer à des traitements pour avoir quelque chose de moins agressif ou de mieux toléré dans certaines circonstances. En sachant que les probiotiques peuvent aussi être agressifs et mal tolérés. Donc c'est pas du bisounours. Hein. Les probiotiques sont des bactéries qui vont tuer d'autres bactéries. Donc au lieu d'utiliser un médicament qui va avoir des effets, on donne cette tâche à des bactéries qui vont faire un certain nombre d'effets collatéraux.